La gestion de l'eau comme bien commun universel est le défi de notre siècle. Indispensable à la vie, son accès et son assainissement sont des droits inaliénables. Personne ne devrait en être privé. Elle est pourtant traitée comme une marchandise banale ou pire, utilisée à des fins spéculatives. Et le drame de la crise de l'eau en Guadeloupe en est un terrible exemple. En 2018, un audit interministériel qualifiait la crise de l'eau en Guadeloupe de systémique au coût humain et financier considérable. L'alimentation en eau y est décrite comme un système très inefficace, selon les indicateurs même de la Banque mondiale. Et comme le résumait un habitant dans un reportage du journal Le Monde en novembre 2020, chez nous, l'eau est un accident. 2 litres sur 5, soit 60%, se perdent en fuite, contre 1 litre sur 5 dans l'Hexagone. Les coupures et tours d'eau sont récurrents tout au long de l'année. Dans certaines villes, l'approvisionnement de la population en eau potable dépend des camions de distribution d'eau en bouteille. Et celles et ceux qui le peuvent construisent des installations de stockage sur leurs deniers publics. La crise de la Covid-19 ayant par ailleurs particulièrement déstabilisé ces systèmes de distribution. Quand l'eau est là, elle n'est pas forcément buvable. En 2016, les 36 premières matières détectées par l'Office de l'eau étaient des pesticides, dont 16 matières actives aujourd'hui interdites. Parmi elles, le chlordécone est toujours la molécule la plus présente. L'eau en Guadeloupe est pourtant plus chère qu'ailleurs. Le prix moyen au 1er janvier 2019 est de 3,20 € le mètre cube, contre une moyenne nationale de 2,03 €. Historiquement, c'est le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et en assainissement de la Guadeloupe, le SIEG, qui est le responsable de l'infrastructure ainsi que de la distribution d'eau dans des zones traversées par la canalisation de Bellocado, par laquelle transite 40% de l'eau potable de l'île. Et c'est le groupe Veolia, prestataire historique, qui a géré 90% de l'eau pendant 70 ans. En 2015, au départ de ce dernier, le SIEG a peiné à absorber le triplement de ses effectifs et a hérité de graves carences dans la gestion de la facturation. Des habitants et habitantes n'ont plus reçu de facture du jour au lendemain, d'autres n'ont plus voulu payer pour de l'eau qu'ils n'avaient pas. On a également découvert des frais de représentation jugés exorbitants. Ainsi, un ancien dirigeant a été condamné à 1 an de prison pour détournement de fonds en 2019. Le collectif des travailleurs de l'eau pointe notamment le passage d'un excédent budgétaire de 18 millions entre 2000 et 2007 à un déficit de plus de 100 millions sur 2010-2015. Mais le réseau n'a pas été entretenu. Où est donc passé l'argent ? Ainsi, le décret du ministre Lecornu, qui a dissous le syndicat intercommunal, vient clore un chapitre particulièrement déplorable. Mais il n'a réglé ni la question des salariés, ni celle des très nombreuses dettes qu'il a accumulées. Votre proposition de loi, Madame la rapporteure, est de ce point de vue bienvenue, dans la mesure où elle entend répondre à cette situation particulièrement confuse. Et nous saluons donc cette initiative, même si les modalités de sa présentation sous forme de proposition de loi et la concomitance avec les initiatives des élus localement devra être mieux travaillée, parce que ça pourrait créer des problèmes du point de vue d'une appropriation au niveau local des mesures décidées ici. Elle laisse aussi, de notre point de vue, dans l'obscurité, un point qui nous semble important. Quelle sera, après la création, la modalité de régie de l'eau ? Après avoir constaté les désastres commis par une régie privée, allons-nous enfin revenir à une régie publique ? La présente proposition vise à créer un service d'eau unique de l'eau potable et de l'assainissement. Elle prévoit la création d'un syndicat mixte dont les 5 communautés d'agglomération seront membres. Le syndicat mixte semble ici à un niveau pertinent pour mobiliser les grandes capacités d'investissement et amortir dans la longue durée par un nombre d'abonnés conséquents. Encore faut-il que la régie soit publique, et c'est là que le bât blesse. Le doute de notre part vient d'un élément de rédaction. Normalement, il nous semble qu'il faut créer un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, qui est l'autorité organisatrice, et celle-ci choisit ensuite comment opérer, soit une régie publique sous la forme d'un EPIC, soit une société publique locale, soit une délégation au privé. Or, dans la rédaction de ce texte, vous créez, Madame la rapporteure, directement un EPIC. Sauf qu'un syndicat mixte n'est pas un EPIC, mais un EPCI. Est-ce juste une coquille ou
Est-ce une manière de pouvoir garantir la gestion publique? De notre point de vue, il faudrait l'écrire très clairement et beaucoup plus clairement dans le texte. Notre autre point d'interrogation porte sur l'implication des citoyens et citoyennes. C'est un élément du débat par amendement de ce que nous avons compris. Il nous semble important d'assurer que l'ensemble des collectifs de citoyens et citoyennes qui ont été très actifs pendant des décennies pour alerter les pouvoirs publics et auto-organiser les distributions et assurer les défaillances, combler les défaillances des services publics, soient pleinement assistés. Soit pleinement intégré au dispositif nouveau. On pense notamment à l'association Balance ton SIEG, le collectif des travailleurs de l'eau qui avait lancé en avril dernier une pétition pour une enquête parlementaire sur la gestion au Veolia et l'ensemble des collectifs qui existent. Nous défendons cette option de gestion publique et une intégration plus large des syndicats, des représentants des agents et des associations de citoyens. Nous pensons qu'il faut un service public unifié au niveau national et également des dispositifs de péréquation pour permettre que les tarifications différenciées qui devront se baser sur l'usage qui est fait de l'eau puissent être comblées en termes financiers. Nous serons donc attentifs à l'évolution en commission et par amendement de votre texte que nous déciderons de soutenir en fonction des clarifications qui y seront apportées. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en discussion générale? Non. Madame la Présidente, je souhaite d'abord remercier l'ensemble des collègues qui sont intervenus au nom de leur groupe et leur dire que je mesure, et le groupe MODEM aussi mesure, toute la responsabilité de cette proposition de loi. Cette proposition de loi qui a un double enjeu, une utilité sociale, tous, vous l'avez rappelé, et un enjeu politique fort, tous aussi, vous l'avez rappelé. Vous avez posé différentes questions, mais je tiens à rappeler qu'il s'agit bien d'une proposition de loi dans le cadre de la niche MODEM, mais travaillée par 2 élus parlementaires élus sur le territoire de la Guadeloupe. Et surtout, l'ambition, c'est quoi? L'ambition n'est pas de déposséder. Et là, j'ai entendu monsieur le député Aquaviva, monsieur le député Gosselin, n'est pas de déposséder les élus de leurs compétences, ni de les décrédibiliser comme a pu, avec le mot, madame, ma très chère collègue et amie Hélène Vainqueur. Et je pense que c'est tout le contraire. Tout le contraire parce que nous co-construisons avec eux le cadre législatif que nous souhaitons donner à la future structure unique de l'eau, que je rappelle, voulue légitimement depuis 2009, lors de la grande manifestation LKP Lionnage contre profitation, voulue légitimement par l'ensemble des populations, des organisations syndicales, patronales, mais aussi des élus locaux. Preuve en est les nombreuses auditions que nous avons effectuées depuis plusieurs mois avec des élus locaux, des associations d'usagers, régies, syndicats, représentants des socioprofessionnels. Ce que je souhaite ajouter, Madame la Présidente, c'est dire que cette PPL pose un cadre législatif. Un cadre législatif, c'est un véhicule pour que par la suite, les élus locaux puissent travailler leur statut, Madame Obono, Madame la députée Danielle Obono, et pour ensuite faire le choix de l'opérateur ou des opérateurs. Et c'est là que nous allons parler de régie, d'exploitants. Et c'est important, poser le cadre législatif et vous dire que jusqu'à la séance, eh bien, les discussions vont continuer avec nos amis, les élus du territoire. Voilà. Et puis, pour terminer, Madame la députée Hélène Vainqueur a parlé de la question des usagers, mais vous l'avez vu, vous l'avez mentionné, la réécriture de l'article 2. S'agissant de la question sur la CTAP, notre collègue, M. Max Mathiazin, a déposé un amendement et nous avons la réponse parce que l'article 1er prévoit d'ores et déjà que les organes délibérants des membres du syndicat mixte soient consultés et rendent un avis sur ces statuts. Voilà à ce stade, Madame la Présidente, ce que je tenais à dire.